commencer. Est-ce que quelqu'un peut fermer la porte, s'il vous plaît? Merci. Alors Stéphane, avant de commencer, est-ce que tu pourrais nous parler de toi, nous dire qui es-tu et dans quelle structure tu travailles, s'il te plaît? Ok, pour ceux qui n'étaient pas là hier, donc moi je suis charpentier et administrateur de Cabestan, coopérative d'activité et d'emploi bâtiment en Rhône-Alpes. Je suis aussi autoconstructeur et paille et impliqué sur les questions d'accompagnement à l'auto-réhabilitation ou à l'autoconstruction depuis bientôt une dizaine d'années maintenant. Voilà. Très bien, merci. Alors écoute, je te laisse commencer. Il va nous faire une courte présentation et l'idée c'est qu'à la fin de sa présentation, on va pouvoir échanger, poser des questions. On viendra vous distribuer le micro et voilà, vous pouvez vraiment parler de vos cas concrets, de vos expériences, de vos problématiques rencontrées pour qu'on puisse échanger avec Stéphane. Merci. Merci. Je vais essayer de faire court. Je vais essayer de résumer en 10 minutes ce que je mets une journée à expliquer en formation. Voilà, si c'est pas clair, l'idée c'était vraiment de partir de vos questions, mais en présentant quand même un tout petit bout de contexte. Juste donc accompagnement à l'autoconstruction, AK, ou accompagnement à l'auto-réhabilitation. De quoi on parle ? Alors la première chose, c'est pour moi un préliminaire qui est très important, c'est que l'accompagnement n'est pas un métier du bâtiment. L'accompagnement, c'est une posture professionnelle adossée à un métier qui peut être divers et variés. Et ça a été dit, et je pense que je vais passer assez vite sur tout ce qui a été déjà dit et développé au sujet des assurances et des responsabilités. Mais le professionnel garde son devoir de conseil et ses responsabilités classiques qui ont été détaillées avant la pause. Ça recouvre une diversité de pratiques et il y a un vrai enjeu à les qualifier précisément pour après pouvoir discuter concrètement de quels risques on prend et de qu'est-ce que ça implique. Donner des conseils, c'est déjà le début d'un accompagnement. Déléguer une partie des tâches ou des lots à son client. Embaucher avec des très gros guillemets, mais ça veut dire travailler avec concrètement sur le chantier ou sur son lot avec son client, c'est encore une autre pratique. Encadrer des bénévoles sur le chantier, c'est encore une autre pratique. Et à chaque, c'est pas pour rien que je les ai mis dans cet ordre-là, à chaque ligne, on rajoute des questions à se poser et des réponses qu'on a ou qu'on n'a pas. Voilà, l'étendue des responsabilités techniques, les assurances, le cadre relationnel et le statut de chaque participant. Et enfin les modalités de contractualisation. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit très lisible. C'est une tentative de représentation des rôles et responsabilités des différents intervenants sur un chantier. Juste pour mettre à plat, et là on est sur un chantier conventionnel ou dans lequel il y a de l'accompagnement. On a en vert la maîtrise d'ouvrage, qui peut être accompagné par un AMO. Ça a été développé, je ne vais pas revenir dessus plus que ça. On a dans le pavé jaune-orange la maîtrise d'œuvre, qui regroupe tout un ensemble de métiers et qui sont au service et avec une relation contractuelle de la maîtrise d'ouvrage, mais qui ont une relation de travail avec le pavé rouge, qui est tout ce qui concerne la mise en œuvre, et dans lequel on a différents intervenants et dans lequel on peut avoir, notamment dans le cadre d'accompagnement, des bénévoles, des encadrants techniques qui ne sont pas forcément tout à fait dans une posture d'artisan, etc. Je mets de côté le pavé marron qui est peu pertinent par rapport à la question du participatif. C'est l'interlocuteur unique dans le cas de contractant général ou de CMiste. C'était l'autre table, voilà, atelier. En très court sur les assurances, puisqu'on en a déjà bien mangé cet après-midi, soyez de bons conseils.
Moi, je pense que tout ce qui a été développé et toutes les questions qui se sont posées tout à l'heure, elles sont hyper pertinentes, et particulièrement quand on travaille en accompagnement. Je vais juste faire un tout petit topo sur la question des personnes, parce que, sauf si j'ai mal écouté, ça n'a pas été beaucoup abordé tout à l'heure. Il y a deux types d'assurance pour la question des personnes, la responsabilité civile et l'individuel accident. La responsabilité civile, qu'on a normalement quasiment tous, ou tous, c'est une obligation légale quand on est professionnel, c'est les dommages causés aux tiers. L'individuel accident, c'est les dommages subis, donc c'est une assurance pour soi-même. L'individuel accident, c'est une assurance très intéressante parce que c'est une assurance qui ne coûte pas très cher et ce n'est pas une assurance en recherche de responsabilité. C'est-à-dire, si ce qui nous arrive rentre dans le cadre du contrat, on est assuré, on est indemnisé, point. Du coup, le conseil, quand on fait de l'accompagnement, c'est d'inciter tous les participants à avoir un individuel accident et de vérifier qu'ils l'ont. Il y a quelques solutions spécifiques que je pourrais développer si vous me posez des questions là-dessus. Les Castor Rhône-Alpes, Twiza, etc., qui proposent des solutions. La question des dommages pendant le chantier peut être réglée par une assurance qui s'appelle Tout risque chantier. Il y a assez souvent un trou dans la raquette sur la phase chantier, et c'est une solution assurantielle qui existe et qui est peu utilisée. La TRC, Tout risque chantier. Et je ne reviens pas sur la décennale qui a été largement développée, juste pour dire que c'est bien une responsabilité avant d'être une assurance et qu'elle concerne tout le monde. Dans les dernières questions qui ont été posées sur qu'est-ce qui relève de la décennale, en fait, tout relève de la décennale. C'est la responsabilité, elle est décennale pour toute personne qui intervient sur l'ouvrage si ça a été décrit, soit impropre à l'usage, soit s'il y a un problème structurel. Et la dommage ouvrage, ça a été développé aussi, je ne reviens pas dessus. Alors, le bénévolat. Pardon, je sors du cadre. Le bénévolat, le statut des personnes, c'est le deuxième gros sujet quand on parle d'accompagnement à l'autoconstruction, à l'autoréhabilitation. Je voudrais vous lire un arrêt de la Cour de cassation qui date un peu, qui date de 2013. La qualité de bénévole au sein d'une association peut être reconnue lorsque l'intéressé n'a aucun horaire de travail, gère lui-même ses activités et les orientations à mettre en œuvre, ne reçoit aucune instruction pour le travail et participe aux activités selon son bon vouloir et selon les modalités qu'il détermine lui-même. C'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est juste le bénévolat n'existe pas. Juridiquement, le bénévolat n'existe pas, il est toléré aux endroits où il n'y a pas d'argent pour financer, et s'il n'y a pas de concurrence déloyale ou dans un cadre... voilà. Il faut le savoir, aujourd'hui en France, sauf exception, il y a quelques toutes petites exceptions négociées, voilà, le bénévolat n'existe pas. Le risque, c'est la requalification en relation salariale ou en travail dissimulé. La nuance entre les deux, c'est si le bénévole est compétent pour la tâche qu'il fait, il est complice de travail dissimulé. S'il est incompétent, il est victime d'une relation de travail abusive. Et la relation de travail, la relation salariale, elle se démontre par le lien de subordination, c'est-à-dire donner un horaire, par exemple, c'est un lien de subordination, ou la rémunération, y compris en nature. Si on paye à manger à midi, ça peut être assimilé à de la rémunération. Le risque, en fait, ces risques-là, pourquoi il y a ce risque-là ? C'est drôle, hein, ce que je vous raconte. Pourquoi il y a ces risques-là ? Ils sont principalement soit en cas de dénonciation, une entreprise évincée d'un marché qui se rend compte qu'en fait il y a 10 personnes sur le chantier qui en plus sont bruyants, désordonnés, etc. Ou plus grave, un accident sur les personnes. Et là, clairement, la prise en charge, un accident grave, la prise en charge sera toujours meilleure si c'est dans le cas d'un accident du travail. Et donc, il y aura toujours un avocat pour conseiller d'essayer de refaire qualifier un accident du travail. Et donc, voilà.
Les bonnes pratiques, proposer un cadre souple et participatif, officialiser le statut de bénévole, convention ou association. On pourra y revenir dans les questions si ça vous intéresse. Éviter de formaliser toute relation entre le professionnel et les bénévoles. Ça, c'est une manière de répartir la responsabilité et de plutôt partager. Le professionnel va porter toutes les responsabilités techniques, y compris de tout ce qui est fait, y compris par les bénévoles. Le parti pris, c'est de dire le maître d'ouvrage, il porte la responsabilité éventuellement du travail dissimulé des bénévoles si on doit être attaqué là-dessus. Et être irréprochable sur les questions de prévention sécurité. Dernière slide et après... Ouais, c'est ça. Et après, je vous laisse la parole. Comment on fait pour contractualiser ? Eh bien, comme d'habitude. Le devis et les CGV, c'est le document de base indispensable. Vous savez tous, j'imagine, qu'un devis doit être signé avant le début des travaux et qu'il y a des mentions légales qui, si elles n'y sont pas, rendent caduc le devis. Les conditions générales de vente, c'est une pièce complémentaire qui n'est pas obligatoire, mais qui est conseillée. Chez Cabestan, on a travaillé sur 2 documents complémentaires de contractualisation, ce qu'on appelle un contrat d'accompagnement, qui est signé entre le professionnel et la maîtrise d'ouvrage, qui est un complémentaire spécifique accompagnement, qui est un document complémentaire au devis du coup, et qui parle de planning, travaux préparatoires, conditions bénévolat ou pas, assurance, détails techniques, port des EPI, fournitures, etc. Et ça, on le fait signer. Et ensuite, on met à disposition un modèle de convention de bénévolat pour qu'il y ait une convention qui formalise la relation de bénévolat entre le maître d'ouvrage et les bénévoles, mais sur lequel le professionnel n'intervient pas. Et où le pari, c'est de poser un cadre défendable en cas de litige et d'officialiser, de clarifier la place des bénévoles. C'est un pari. Mais on se dit que c'est plus pertinent que de faire semblant qu'il n'y a pas de bénévolat. Voilà, j'en ai fini de la super courte et condensée présentation, et je vous laisse la parole. Un grand merci Stéphane, et effectivement navré de ne pas pouvoir te laisser présenter plus. Je vous propose qu'on ne perde pas de temps et qu'on passe directement aux questions, aux échanges. Première question là-bas. Julien Audet, maître d'ouvrage. Je me posais la question de la décennale, qu'on a passé très vite, mais si j'ai bien compris, même si on fait les travaux par soi-même et qu'on n'arrive pas à souscrire une assurance décennale auprès d'un assureur, on reste personnellement responsable de la construction, même en cas de revente, avant les 10 ans. Et donc, comment ça se passe ? Comment vous résolvez ce problème ? Je le résous pas. Si c'est un autoconstructeur, il est en responsabilité décennale en cas de revente. Après, tant qu'il est chez lui, il ne va pas se retourner contre lui-même, donc il n'y a pas de problème, c'est en cas de revente qu'il y a un souci. La question, c'est à partir du moment où il y a un professionnel assurant décennal qui met les pieds sur le chantier, là, on se retrouve avec la décennale du professionnel qui risque de prendre 100% des responsabilités. Et donc, il faut bien mesurer où on met les pieds quand on est professionnel et qu'il y a une partie des travaux qui ont été faits en autoconstruction. Typiquement, pour illustrer, une fondation cyclopéenne sur laquelle on viendrait poser une maison paille s'il y a un problème. Fondation cyclopéenne technique non courante, faite par le maître d'ouvrage non assurant décennal, c'est inassurable et indéfendable devant un litige d'ordre décennal. Et donc, nous, on a eu à refuser de faire ça à Cabestan, par exemple. Par contre, laisser faire les enduits par le maître d'ouvrage sur des bottes de paille qui ont été posées en professionnel, là, on inverse le problème et ça pose pas de souci. En tout cas, pour ce qui concerne le professionnel. Je parle du point de vue du professionnel dans ce cadre-là. Et moi, je voulais vraiment aborder la question de la revente du bien. C'est-à-dire qu'on fait sa maison, on peut avoir plein de raisons dans la vie qui font qu'on doit bouger. Et si on se dit, ma maison, je ne peux pas la vendre avant 10 ans, alors qu'à 10 ans et un jour, je peux la vendre, il n'y a plus de problème.
Personne ne vous interdit de vendre la maison. Ou pas le signaler. Tant qu'il n'y a pas de désordre, il n'y a pas de souci. On est obligé de le signaler. Ah oui, le notaire, bien sûr. Le notaire, a l'obligation de signaler à l'acquéreur et tu restes responsable. Pendant voilà, 10 ans. c'est ça. Mais ça n'empêche pas la vente. Tout à fait. C'est une très bonne question. Je n'ai pas la réponse précise du départ de la décennale quand on est en autoconstruction. Mais... En fait, quand on arrive là et qu'il y a des dizaines ou des centaines de milliers d'euros, ils vont chercher. Et le point de faiblesse, c'est que vous passez un jour d'un contrat pour un compteur de chantier, le consuel, pour un raccordement et un abonnement définitif. Et c'est ça qui peut faire foi sur la date d'achèvement et la prise de possession des locaux. Et si on est en autonomie, ce qui est mon cas. Il y a la possibilité de faire une déclaration d'achèvement des travaux qui valide et qui sécurise le maître d'ouvrage, enfin l'autoconstructeur là-dessus. Et quand ça fait déjà 10 ans que c'est fait Alors, à ma connaissance, il est possible de régulariser en disant que que la date est antérieure. Ça dépend des mairies, mais certaines acceptent. Ah oui. Juste en termes de timing, on a vraiment peu de temps. Donc c'est bien, je pense, d'enchaîner sur les questions si vous... Oui. Alain Fidanza, architecte. Moi, j'ai une question plutôt au niveau pédagogique, c'est-à-dire comment, si on emmène des étudiants en stage, qu'ils soient bac pro ou à différents statuts, sur un chantier en autoconstruction, est-ce qu'ils ont un statut de bénévole? Et comment est-ce vous devez avoir peut-être des expériences? Non, ils n'ont pas un statut de bénévole. Ils sont stagiaires. Donc ils ont une convention de stage avec un centre de formation. D'accord. Même si c'est en autoconstruction sur un objet avec un client, etc. Ah bah, il doit y avoir un maître de stage. Donc après ça, c'est le cadre à voir avec le centre de formation. Mais pour moi, des stagiaires, ce sont des stagiaires. Mais ça veut dire qu'il y a une convention de stage et qu'il y a un organisme de formation adossé. Les responsables d'organismes de formation dans la salle peuvent compléter éventuellement. Numéro de SIRET sur la convention. On a répondu à ta question? Très bien. Moi, je veux bien poser une question. Attendez juste, après on essaiera de faire partager le micro et que tout le monde puisse essayer de poser sa question. Je te laisse la parole. Merci. Expérience vécue, étant au départ en auto-entrepreneur, moi j'ai fait avec une équipe, j'étais responsable, et je fais un hors d'eau, hors d'air, et après de l'accompagnement à l'autoconstruction pour tout ce qui est bottes de paille, enduit, pose de cloison, et ainsi de suite, quoi. Et sans assurance, bien sûr. Et comment on dénoue le problème si jamais il y arrive quoi que ce soit? Il n'y a rien à dénouer. S'il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas d'assurance. Si ça va en juridique, il y aura des preuves très faciles que tu étais sur le chantier, que tu étais compétent, que tu étais référent technique. Et après, c'est le juge qui verra qu'est-ce qu'il peut aller chercher, si tu es solvable, non solvable. Voilà, pour moi, ça se pose comme ça, en fait. C'est juste ça. Enfin, c'est mon interprétation. Il y avait une question là aussi, mais vas-y. Alors, juste, je fais toute petite interlude. Il a été demandé qu'il y ait un rapporteur pour 2-3 minutes de ce qui s'est dit. Je trouve que ce serait dommage que ce soit moi qui fasse le rapporteur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent de... Vaut mieux le dire maintenant que dans 10 minutes. Voilà. Je vous laisse mûrir avec ça. On peut en recauser dans 10 minutes. Si, c'est filmé, mais alors l'idée, c'est que pour les autres participants des autres groupes, quelqu'un puisse justement prendre la parole pour pouvoir l'expliciter. C'est pour faire un teasing pour le film, en fait, pour leur donner envie de le regarder. Moi, comme on parle de responsabilité, je voudrais revenir sur la situation que tu évoquais tout à l'heure. Je me suis pas représenté. Morgan Le Goff, CO2 Bois-Paille.
C'est-à-dire que tu réalises l'ouvrage bois, tu mets de la paille en isolation et après les autoconstructeurs vont faire de l'enduit eux-mêmes. Ma question c'est est-ce que tu vas faire un PV de réception avant que l'enduit ne démarre là où tu t'es arrêté dans ce que tu as réalisé ou est-ce que la situation reste latente et peut-être qu'il y a un PV beaucoup plus tard? Non. Oui. Le devis est le début de la relation contractuelle, le PV de réception de chantier et la fin de la relation contractuelle et délimite bien la prestation. Donc si on s'est arrêté à la botte de paille, avec ou sans préparation du support, c'est écrit dans le devis, le PV et la facture, et ça décharge du coup de la responsabilité de ce qui se passe après. Alors moi, ma question, c'était sur la possibilité d'intervention en tant que bénévole sur des chantiers paille, quand on a la pro-paille, et a fortiori, je pense que je ne suis pas la seule, quand on est archi. Je crois que c'était assez clair sur la présentation. En cas de requalification, c'est qu'on sera considéré comme du travail dissimulé. Oui. Non, mais ça, c'est sûr. Sur la responsabilité, je pense que quand on est... dans une société de plus en plus judiciarisée, je pense que si on est architecte, il faut habiter dans une bulle et tout faire en visio, quoi. Parce que si on croise un échafaudage mal monté dans la rue, on est censé être responsable. Voilà. Donc après, pour moi, c'est aussi valable finalement sur la posture d'autres professionnels. En tant que charpentier, aller sur un chantier bénévole bâtiment, on est dans une configuration assez proche. Choisissez bien vos chantiers. Oui, ça m'arrive de le faire parce que je pense que le troc, tout monétariser, clairement, l'accompagnement à l'autoconstruction et ce dont on discute là, c'est aujourd'hui des postures militantes. Et moi, j'ai envie d'aller dans cette direction-là. Je travaille en coopérative d'activité. La coopération, le cran d'après, je ne vois pas pourquoi, et en plus historiquement, on peut revenir à comment on faisait des bâtiments il y a 100 ou 200 ans. Il y avait un sachant et il y avait plein de gens qui venaient donner coup de main et ça ne posait pas de problème, et je ne vois pas pourquoi le système industriel nous dessaisit de cette possibilité-là. Par contre, c'est un acte militant. Oui. Il y avait une question ou à minima politique. Question de ce côté-là, du coup. Bonjour, Jean Langry, bureau d'études bois à côté de Toulouse. C'est là. Je reviens un peu en arrière sur la question de la pédagogie. Qu'est-ce qui se passe dans le cadre de stagiaires ou participants au projet qui seraient mineurs? Exemple, j'ai une école Calandrette, donc une école élémentaire sous statut associatif. Ils veulent mettre la main à la pâte, y compris les enfants. Qu'est-ce que je peux faire? Pour moi, faire de la formation, ça pose aucun souci. Par contre, le travail des enfants n'est pas autorisé. Voilà. Oui. Alors, j'ai peut-être des éléments de réponse par ici. Vas-y, Dirk. Je pense le cadre comme la formation professionnelle, même si c'est des enfants, c'est une activité pédagogique et c'est l'école qui a une assurance qui est adaptée à ça. Il n'y a pas de problème. Hop, une réponse par ici. Alors pour les grands, je ne savais pas, mais à Ligueuil, avec Mathieu et Julie, on a fait 2 jours de chantier. Donc pour un restaurant scolaire, Saturbois-Paille, un jour la paille, le lendemain les enduits, il fallait l'accord des parents. Oui, écrit. Ça semble nécessaire, l'accord des parents, ça c'est sûr. C'est ce qui nous a été demandé. Alors, un rajout d'éléments par ici, et après on fera les 2 dernières questions. Question peut-être plus complexe, dans le cadre des enfants de ton client, quand tu fais l'autoconstruction. Ouais, c'est du vécu, clairement. Pour moi, c'est très difficile à défendre juridiquement.
Dans tous les cas, on sait qu'on prend une responsabilité supplémentaire, qu'on allume des warnings supplémentaires, et donc à chaque fois, moi j'évalue est-ce que je prends le risque ou est-ce que je prends pas les risques. Typiquement, moi j'ai fait de la couverture en participatif avec échafaudage, protection de bas de pente et compagnie. Il n'y avait pas d'enfants qui montaient. Sur de l'isolation de plein pied, voilà, c'est plus entendable selon les outils qui sont là, selon type de faire des enduits terre avec des enfants, ça me semble tout à fait pertinent, adapté, ludique. Ouais, juste un petit complément. Faites attention, à chaque fois on dit ah mais ça on l'a fait. En fait, tout va bien tant qu'il n'y a pas d'accident. Tout à fait. Et il faut bien différencier de on l'a fait, parce que si tu cherches dans le bâtiment, tout a été fait, y compris les pires choses. Quand il n'y a pas eu d'accident, tout allait bien. Et donc là, on est là pour discuter de qu'est-ce qui se passe si ça ne va pas mal, pas bien. Tout à fait. Et juste pour aller dans le même sens, j'ai écrit très rapidement être irréprochable sur les questions de sécurité. Peut-être je peux développer un tout petit peu là-dessus. Il n'y a pas de référentiel. On sait pas. Il n'y a pas de référentiel puisque le bénévolat n'existe pas. Qu'est-ce qu'on est censé appliquer comme référentiel de sécurité à des bénévoles qui ne sont pas censés être bénévoles? Donc moi, le parti pris, c'est que j'applique le référentiel droit du travail et que j'y mets un soin plus. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait d'accident. Donc ça veut dire on vérifie les EPI pour tout le monde, on forme au poste de travail chaque personne. On est irréprochable s'il doit y avoir des escabeaux, des échafaudages, etc. Bah, ça n'existe pas. Mais en tout cas, il ne faut pas qu'il y ait d'accident. Voilà. Il faut avoir cette conscience-là, en fait. Okay. Donc, Sébastien Duterrage, de la PTE dans le Vaucluse. Bon, c'est plus un témoignage qu'une question. Nous, ça fait 15 ans qu'on fait de l'accompagnement de chantier et de chantier participatif, et notamment sur des marchés publics. Donc, on fait venir des bénévoles sur des marchés publics. Donc, on s'est forcément posé la question de comment faire. On a deux stratégies. Alors, on en a une qui consiste à dire qu'on est aussi centre de formation. De dire, c'est de la formation. Donc, en fait, c'est une session de formation. Ça, c'est peut-être un premier. Et la deuxième, pour être vraiment dans les clous, notamment, c'est qu'on travaille avec un chantier en insertion, donc en l'occurrence l'association Le Village, avec qui on fait aussi la pose de bottes, eux, en tant que chantier d'insertion. Ils ont une décennale. Et donc, dans ces cas de figure, c'est eux qui répondent au lot. Et tous les bénévoles doivent adhérer à l'association. Donc, ils ont un statut d'adhérent, donc ils sont couverts en termes de droit du travail, et ils sont couverts par l'assurance aussi, bien sûr, du village, qui en a demandé, et qui est la MAF en l'occurrence, et donc ils les couvrent en cas d'accident, en cas de voilà. Donc on a un cadre, on a un statut, et on arrive à faire ça sur des marchés publics où tout est très contrôlé, et voilà, on y arrive, quoi. Oui, mais c'est pas l'inspecteur, c'est pas forcément l'inspecteur du travail. Enfin, il y a plusieurs interactions. Je suis complètement d'accord sur la stratégie par rapport aux assurances. Par contre, même si c'est un marché public, s'il y a une entreprise non retenue qui porte plainte, je pense qu'elle obtiendra assez facilement gain de cause et requalification si c'est des bénévoles. Mais je pense que la stratégie est bonne. Voilà. Elle ne protège pas de 100% de tout litige. Voilà. Mais je pense que c'est en effet une très bonne stratégie. Ouais. Moi, j'avais une question du coup. Est-ce qu'il existe des modèles de contrats d'accompagnement et des modèles de convention de bénévolat pour pouvoir les utiliser et les adapter forcément, mais voilà. Et autre question, est-ce qu'on aura cette présentation ou pas? Oui, je crois, c'est Eve normalement qui joue ce rôle-là, de dire que si vous avez été bien inscrit avec la bonne adresse mail, vous recevrez toutes les informations et donc toutes les présentations. Quant au modèle, je pense que les modèles de contrat de Cabestan circulent déjà. Voilà, on n'a pas vocation à les... On les a pas conçus pour les vendre et les diffuser. Je peux les transmettre à condition que vous en fassiez bon usage et que vous citiez vos sources. Du coup, pour que ce soit clair dans les esprits de tout le monde, en tant que professionnel faisant de l'accompagnement à l'autoconstruction, quelle assurance j'ai l'obligation de souscrire? Ou quelles sont celles qui seraient pertinentes de souscrire? Alors, en tant que professionnel, c'est la même chose que si on fait pas de... Pour moi, c'est la même chose que si on ne fait pas d'accompagnement, c'est-à-dire RC, Pro et décennal. Par contre, pour moi, il y a une responsabilité très forte de pédagogie et de persuasion des différents non professionnels sur chantier à prendre au minimum une assurance individuelle accident.
Il y a eu le mot inspection du travail qui a plané. J'ai eu le cas de figure chantier participatif au sein de la ville de Paris, enfin porté maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre ville de Paris. Inspection du travail s'annonce, évidemment gros flip, chantier bénévole, qu'est-ce qui se passe? Non concerné. L'inspectrice du travail a dit « Je ne regarde que les travailleurs salariés. L'artisan, il n'est pas salarié. Bon, en l'occurrence, il était alterbâtir, mais bon, c'est un détail. Mais en tout cas, l'artisan, par principe, non concerné, sauf CAE. Le bénévole, non concerné parce que non salarié. Donc, l'inspectrice du travail n'a rien regardé. Oui, c'est une inspectrice du travail plutôt cool. Voire très cool. Oui, peut-être trop, mais... Non, je ne sais pas si elle est trop cool. C'est très bien que le chantier puisse se dérouler. Mais... Juste une question. Cette année, j'ai essayé de faire appliquer un dispositif qui s'appelle accident du travail, cotisation volontaire pour les bénévoles d'associations. Donc j'ai eu la CPAM qui m'a envoyé à la CARSAT m'a renvoyé à la CPAM. C'est un dispositif qui existe et j'ai jamais eu de retour en fait. Donc j'insiste régulièrement, j'ai jamais de retour. Pourtant le dispositif existe. J'ai pas d'infos là-dessus, à part qu'en effet la CPM c'est la première assurance auquel on est tous a priori, enfin on souscrit tous, même longtemps, enfin même plusieurs mois ou années après avoir été salarié. CPM pour les salariés et MSA pour les salariés du monde agricole. Et il y a d'autres régimes, mais c'est quand même la CPM principalement. C'est après, en effet, qu'on a des dispositifs assurantiels sur les personnes qui peuvent intervenir. Ouais. Mais j'ai pas d'infos sur ce que tu dis. Moi, j'ai une petite question. Si je fais de l'accompagnement sur un chantier, je vais par exemple faire une dizaine de journées d'accompagnement. Et donc, je vais déclarer peut-être un chiffre d'affaires de 3 000 ou 4 000 euros, par exemple, à mon assurance. Or, lui, il va assurer un bâtiment qui vaut peut-être 400 000, 500 000 euros à la fin. Est-ce que ça ne pose pas un problème aux assureurs, du coup, ce genre de situation, où finalement on déclare un chiffre d'affaires extrêmement faible pour couvrir un bien qui vaut beaucoup plus cher, quoi. Alors, avant de te répondre, je vais vous retourner une question. Qui, dans ceux qui sont là et qui ont déjà un tout petit peu touché du doigt ce sujet de l'assurance décennale et de l'accompagnement, qui a été en mesure de discuter les yeux dans les yeux avec son assureur sur ses pratiques sur chantier? Qui a eu des réponses satisfaisantes ou... Oui, moi j'avais juste une petite... Tu veux répondre à ça? Ah, pardon. Attends, Marie-Colette, attends, il y avait là-bas. J'y vais. J'ai eu une expérience, mais il y a quand même plus de 12 ans, je pense. En tant qu'architecte, j'ai demandé si je pouvais avoir sur un chantier comment ça s'appelle, un ouvrier. Approche le micro. Un ouvrier, oui, merci. Travailleur occasionnel du bâtiment. À la MAF, donc. Et j'ai demandé 3 fois pour 2 chantiers. Et la réponse a été on ne peut pas assurer ce genre de choses, ni vous, ni nous. Enfin, j'avais aucun droit. Et la réponse, c'est hors sujet. Voilà, c'est tout. Ok, sachant que le TOB est encore un autre sous-sujet dans le sujet. Il y avait une autre réponse là. Oui. Et puis peut-être Mickaël aussi, tu voulais... Je suis désolée, je vais faire la maîtresse du temps. 2 questions, parce que les 2 autres groupes vont redescendre. Par contre, il faut une personne du groupe pour faire une restitution. Merci de le rappeler. Oui, je peux témoigner d'une assurance qu'on a eue. Donc, Édouard Vermès, les grands moyens construction, on est en scope et on fait de la terre crue et de la paille. Et c'est un dispositif que je n'ai pas encore pu tester, mais on a une garantie décennale, même en participatif, et un dispositif qui nous permet d'assurer risque chantier et tous les bénévoles. Oui, mais ça, donc, on parle de l'assurance des personnes. Oui. Et la décennale... De l'ouvrage aussi. Aussi, ok. Les deux. Et on est chez la Maïf. En fait, on a regardé tous les assureurs qui étaient là, et c'est le seul qui proposait ça. Enfin, mais voilà, après, voilà, les chantiers participatifs que j'ai encadrés, c'était dans un autre dispositif, et en tant que prestation de service et non pas marché de travaux.
Ouais, après, enfin, on va pas. La prestation de service, à partir du moment où tu es sachant et que tu viens sur le chantier et que tu fais, tu es en responsabilité décennale. Mais c'est pas le contrat qui définit ta responsabilité. La différence, c'était que c'est pas moi qui couvrais les bénévoles, mais le maître d'ouvrage. Là, avec le contrat d'assurance qu'on a, on peut couvrir les bénévoles. Ok. Du coup, juste pour répondre à la question, parce que j'ai renvoyé la question en question. À ma connaissance, sauf exception, et en effet avec la Maïf, il y a aucun. Enfin, la Maïf, eux, assurer des bénévoles, qui soient sur chantier ou dans un club de foot ou à boire des bières le samedi soir pour une association de quartier, ça leur pose pas de problème. Par contre, en décennale, ils sont un peu moins performants. Voilà. Et à part la Maïf, je connais personne. Et c'est pour ça que j'aurais bien aimé éventuellement avoir des réponses super positives qui ont un cadre général d'assurance, d'accompagnement à l'auto-réhabilitation ou à l'autoconstruction. Je suis désolée, Stéphane. Vous discuterez à l'apéro. Okay. C'est que là, les groupes arrivent et on est vraiment en retard. Et on n'a pas pu fermer la porte à clé. Voilà. On est en train, à Cabestan, d'essayer de négocier ça. Voilà. Peut-être que dans quelques années... mais on est trop petit. Enfin, en fait, c'est un sujet trop petit. Et merci, Mickaël, de lever la main pour rapporter ce qui s'est dit pendant le groupe. Allez. Non, c'était facile. C'était facile. Bon, c'était juste pour dire que moi, dans mon contrat d'assurance, c'est bien indiqué que ça assure les personnes qui travaillent bénévolement sur les chantiers avec moi. Oui, mais donc là, tu parles de RC ou tu parles de... RC et décennale. Ok. C'est marqué, les préposés de l'assuré, les stagiaires, les candidats à l'embauche et d'une manière générale, les préposés ne dispensant pas d'un contrat de travail lorsqu'ils participent aux activités de l'entreprise. Et moi, quand même, j'avais une... April. Bon. Oui, allez-y, et puis on clôture. Non, juste que du coup, j'avais aussi une expérience récemment là, avec un chantier participatif public, en marché public. À la MAF, j'avais aussi posé la question, mais du coup, en tant qu'archi, c'est peut-être pas pareil qu'en tant qu'artisan. Et moi, la MAF, ils m'ont répondu, à partir du moment où vous trouvez un artisan et qu'il l'encadre, moi j'ai aucun problème, mais de toute façon vous trouverez pas. Bon, il se trouve que si, j'ai trouvé, mais voilà, sa réponse c'était clairement nous du côté MAF, s'en fout quoi, à partir du moment où il y a l'entreprise. Bon, c'était pas ma question, mais je la poserai après. On peut continuer à discuter après, mais je pense que c'est vraiment l'heure de s'arrêter. Tout à fait, il faut vraiment clôturer. En tout cas, merci et navré pour les frustrations. C'est vrai que 30 minutes c'est trop court pour gérer ce genre de sujet, mais...